Bonjour, je vous propose quelques informations qui vous aideront à transcrire des textes anciens de notre région lilloise. Il ne s'agit pas ici de traduire des textes écrits en latin ou en flamand, mais bien de vous aider à les transcrire dans une écriture lisible par tous. Le plus grand obstacle à la lecture des actes anciens, ce n'est pas réellement la graphie des lettres, ni le sens des mots. Ce qui freine notre compréhension, vous allez le comprendre tout de suite en lisant ce texte. J'ai lu que selon une étude universitaire, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. La seule chose importante est que la première et la dernière soient à la bonne place. Le reste peut être dans un désordre total et on peut lire sans problème. C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même, mais le mot comme un tout. Et oui, le plus grand obstacle à la lecture, c'est nous. Nous avons des habitudes graphiques, de lettres standardisées par l'utilisation des ordinateurs, et des habitudes de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison et autres accords. Ainsi comme avec ce texte que nous venons de lire, nous ne déchiffrons pas chaque lettre. Nous ne faisons que survoler, que deviner les mots. La grande difficulté dans la lecture des actes anciens sera donc de nous déshabituer de notre mode de lecture habituel. Car non seulement les scribes sont divers et n'ont pas une manière standardisée d'écrire, mais encore le vocabulaire et les tournures de phrases étaient différentes dans les siècles passés. Ceci dit, nous n'étudierons dans un premier temps que des actes extraits de registres paroissiaux, première source de renseignements pour des généalogistes. Nous rencontrerons des formules un peu toutes faites et répétitives qui ne nous mèneront pas très loin dans les variations de la langue, que nous remarquerons davantage par contre lorsque nous consulterons des actes venant des études notariales, de livres de comptes, de procès ou autres. Mais chaque chose en son temps. Quelques remarques générales tout d'abord. Les personnes en capacité d'écrire furent fort rares pendant des siècles. Puis une certaine démocratisation d'écriture, et du prix du support qui finit par être du papier tout simplement, permit à de plus en plus de personnes d'accéder à l'état de scribe plus ou moins adroit. Cette multiplication d'écrivains fut en même temps la source de complications pour nous. En effet, les premiers scribes suivaient les rares professeurs et transmettaient à leur tour une écriture méthodique, graphiquement sans beaucoup d'innovation et donc fidèle à celle de leurs enseignants. Ainsi, une écriture du XIVe siècle est-elle plus facile à lire qu'une écriture du XVIIIe siècle finalement, parce que les caractères utilisés, même s'ils sont faits à la main, sont d'une homogénéité quasiment parfaite au XIVe siècle, quel que soit le scribe, un peu à l'image de ce que produisent nos imprimantes aujourd'hui, une forme standardisée. Le XVIIe siècle verra se multiplier les scribes, et donc les variantes d'écriture. Variantes d'autant plus nombreuses que non seulement chacun écrit un peu à smotte, comme on dit chez nous, mais qu'en plus l'écriture se fait plus rapide grâce à l'amélioration des supports et à la baisse de leur coût. En effet, on écrit plus lentement et avec davantage de précaution sur un support coûteux que sur un support bon marché. Ceci implique donc une évolution de la manière d'écrire les caractères. Cette évolution est particulièrement remarquable entre les XVe et XVIe siècles, puis entre les XVIIe et XVIIIe siècles, qui sont les périodes qui intéressent le plus les généalogistes. Ceci dit, le changement de graphie ne s'est pas opéré le 1er janvier de l'an 1501, bien sûr, puisque deux styles d'écriture se chevaucheront dans les périodes transitoires. Le professeur ayant appris à écrire au XVIe siècle enseignera à un élève qui travaillera au XVIIe siècle et qui utilisera donc à la fois l'ancienne et la nouvelle écriture. Parfois même au sein d'un même mot, dont une lettre est écrite à l'ancienne et l'autre à la moderne, ce qui ne facilite pas notre travail de lecture, vous me l'avouerez. Autre point important dont il faut se souvenir, on écrit à la plume. Les plus anciens savent encore ce que sont les pleins et les déliés que permettent de tracer cette plume. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas comme on utilise un stylo aujourd'hui. Stylo insensible au fait que la lettre tracée monte ou descende, qu'elle aille vers l'avant, vers l'arrière, et même que le support soit horizontal ou dans une autre position. Cette plume n'a d'ailleurs pas de réservoir d'encre permanent. Il faut régulièrement la tremper dans l'encrier pour poursuivre l'écriture. Ça peut paraître évident, mais nous verrons que ça implique de notre part de la compréhension pour ces écrivains des siècles passés, et que nous aurons à lire
non seulement ce qui est écrit, mais encore ce qui ne l'a pas été, faute d'encre ou de pouvoir faire glisser la plume avec suffisamment d'aisance sur le papier. Voilà, je pourrais dire encore bien d'autres généralités sur la manière d'écrire et son évolution, mais je vous propose de commencer tout de suite en regardant une page d'un registre de sépulture de la commune de Bousbecque, au nord de l'île. Cette page est datée de 1675-1676. Vous me direz que pour commencer des exercices de lecture, c'est un peu ancien. Mais cette double page a l'intérêt de nous présenter plusieurs éléments importants. Pour l'instant, je vous demande moins de réussir à lire que de comprendre, prendre des notes et retenir les remarques qui vont être faites. Une vidéo a cet avantage qu'au besoin, on peut faire une marche arrière pour revenir sur une explication qui nous a échappé. Par ailleurs, sur le même site, vous pouvez télécharger et imprimer les pages en question, ce qui vous permettra de les avoir en permanence sous les yeux, à l'écran et devant vous au format papier. Toutefois, concentrez-vous sur la vidéo que je vous conseille d'agrandir en la mettant en plein écran, comme doit vous le permettre une icône ici en dessous. Prenez également de quoi noter. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas une, mais des écritures. Plus ou moins petites, plus ou moins imprimées dans le papier, puisque le scribe a utilisé plus ou moins d'encre, de qualité peut-être différente, et qu'il a plus ou moins appuyé sur sa plume, elle-même plus ou moins bien taillée. Appuyer fort n'est d'ailleurs pas forcément une bonne idée, puisque l'encre ne sèche pas tout de suite. On risque donc de mettre le doigt là où elle n'est pas sèche, faire des traces ou percer la feuille. Sur la page de droite, au milieu, on peut d'ailleurs deviner des lettres écrites au verso. Ne pèse-t-on pas contre ceux qui ont écrit, d'une part parce que ça n'y changerait rien, c'est trop tard, d'autre part parce que les moyens modernes de photographie numérique nous permettent d'ajuster à l'ordinateur les couleurs, les teintes et saturations, et ainsi d'améliorer le rendu pour peu que la photographie d'origine soit de bonne qualité. Donc plusieurs scribes, car contrairement à l'idée répandue, Monsieur le curé n'est pas le seul à rédiger les actes. Les prêtres extérieurs, invités à venir célébrer le baptême ou le mariage d'un parent, par exemple, ou venus remplacer le curé malade ou en déplacement, les vicaires, chapelains, les clercs paroissiaux, mettent aussi la main sur le registre et y apposent leurs écritures. Ceci m'amène à vous donner un premier truc. Si vous n'arrivez pas à lire un mot ou une lettre, regardez les actes suivants et précédents du même registre. Ce qui est mal écrit à un endroit peut l'être bien à un autre. Une lettre étrange peut être claire lorsqu'elle est utilisée dans un autre mot ou un autre nom de famille que vous connaissez déjà. Comme je le disais, il s'agit ici d'un registre de sépulture. Ce ne sont pas les actes les plus riches en informations. Le Hautain est mort Pierre Dupont. Bon, c'est ce qu'on appelle le minimum syndical. Encore ici s'agit-il, nous dit-on, du jour de leur mort, alors qu'en général il s'agit du jour de leur funérailles, ou obit en latin, ce qui n'est donc pas le même jour. Mais il faut se méfier, parce que parfois, à Bousbecque comme ailleurs, c'est bien après l'événement que le clerc inscrit l'acte, et parfois se trompe de conjoint par exemple, ou ne se souvient plus exactement du jour qu'il laisse en blanc. À une époque, à Tourcoing, c'est le greffier qui en fin d'année recopie l'ensemble des registres de l'année, ce qui implique des erreurs de copie. À Mouveau, si vous comparez les deux versions de registres de la même année, parce qu'ils étaient alors tenus en 2 exemplaires, vous remarquerez des différences, des erreurs, des mélanges. Ainsi, la version qui est déposée au greffe de la châtellenie de Lille et aujourd'hui sur le site internet des archives départementales du Nord est ici différente de celle qui a été conservée à la paroisse et donc aujourd'hui parfois encore en mairie. Vous voyez ici, ces actes en noir, les parties noires, se trouvent dans les 2 parties, tandis que cette partie qui est en caractère plus léger ne se trouve que sur le registre d'origine. Autrement dit, on passe un acte. Il manque un acte de baptême dans la version sur le site des archives départementales du Nord. Prenons un premier acte au milieu de la page de droite. La première lettre ne fait pas de mystère. Elle ressemble assez à notre L actuel. Suite une sorte de U.
utilisant le truc que je viens de vous donner, nous remontons 3 actes au-dessus, et nous voyons que ce mot de 2 lettres est devenu clairement un le. Cette sorte de U est donc en fait un E. Un E qui va d'ailleurs varier suivant qu'il se trouve à la fin d'un mot, ou au milieu, ou à l'initiale d'un mot. Vous pouvez noter cette forme de lettre particulière. Nous allons la retrouver très souvent. C'est la version XVIe siècle du E final, ce qui explique que les 2 le que nous avons vus s'écrivent différemment, celui-ci, celui-là. Les écritures sont différentes, c'est assez clair. La première est celle d'un jeune, la seconde est celle d'un vieux, qui vit la transition avec une écriture plus moderne, ce que nous confirme le 4e mot du vieux texte, puisqu'on retrouve à la fin un E identique à celui que nous utilisons encore aujourd'hui et identique à celui de la nouvelle écriture. Ainsi, comme je le disais, dans le même texte, on trouve à la fois la graphie de l'enseignant et de l'enseigné, l'ancien et le nouveau. Puis vient un I, qui est un chiffre romain, et pas un 1, dit arabe, puis clairement un 3. Nous avons donc dans le même mot, si on peut dire, à la fois un chiffre romain et un chiffre arabe. Dans le texte au-dessus, que nous avons consulté tout à l'heure, nous avons d'ailleurs un X. Vous le rencontrerez moins souvent évidemment puisque c'est une lettre moins courante, mais voilà un X qui vaut 10, puisque là c'est un chiffre romain et non pas un chiffre arabe. On passe donc dans notre acte, ici, du romain à l'arabe, sans aucun problème dans le même mot, si j'ose dire. Puis nous avons un mot de 2 lettres, dont la deuxième, même s'il est un peu rallongé, est le même E final que nous venons de voir dans le. La deuxième lettre part vers la gauche. De nos jours, elle reste bien verticale. C'est un D. Encore une lettre que vous pouvez noter, on va la rencontrer très souvent. Puis, un mot assez long, dont on n'arrive pas très bien à déterminer où il s'arrête et où l'autre commence. Vous voyez qu'il y a des espaces, ici, 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 là. Rappelez-vous que c'est écrit à la plume. Tout n'est pas attaché. Et ce qui est attaché peut être tout simplement ce qui est taché. Mais ici, les espaces sont assez conséquents lorsqu'ils sont nécessaires. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Bon, il faut deviner où s'arrête le mot, où commence le suivant. Nous avons des ponts, comme disait l'institutrice lorsqu'on nous apprenait à lire. Plein de ponts, à en faire rougir le mois de mai. Nous avons même un drôle d'accent, ou une tâche. Cette tâche potentielle est répétée dans l'acte en dessous. Ce n'est pas une tâche, c'est fait exprès. Dans l'acte encore au-dessous, un trait. Celui du dessous, 2 traits. Le point, on connaît. Le trait, à quoi ça sert? Eh bien, et pour notre plus grand bonheur, il sert à identifier les ponts, justement, qui sont en dessous. Est-ce que cette chose-là, c'est un N, un M, un U ou un V?
Normalement, N et M n'ont pas le même nombre de ponts, s'ils sont bien écrits, ce qui n'est pas toujours le cas. Par contre, N, V ou U, eh bien, le trait qui va au-dessus, en l'occurrence de celui-ci, nous ne l'utilisons que au-dessus des U et des V. Attention, ce n'est pas systématique. Plus tard, il va disparaître ce signe. Mais pour l'instant, profitons de son présence. Pourquoi des U et des V? Eh bien, tout simplement parce que notre langue est d'origine latine, et quand notre alphabet aussi, donc, et qu'il n'y a pas de différence dans cet alphabet latin entre l'écriture d'un U et d'un V. Pas plus qu'il n'y a de différence entre un I et un J. Ceci dit, ce trait c'est mieux que rien, puisque nous pouvons conclure que en dessous ce n'est pas un N, puisque c'est un U ou un V. Nous remarquons d'ailleurs que la première lettre, la première série de ponts, n'a pas de trait au-dessus, et qu'elle n'a que 2 ponts. C'est donc un N. La lettre suivante est un O. À la limite, on peut hésiter avec un A. La différence est parfois subtile, mais là c'est suffisamment clair. Et puis, nous avons encore 2 ponts, notre fameux U ou V, puisqu'il y a le trait au-dessus, genre de tilde par-dessus. Notre E final de tout à l'heure, qui a une grosse boucle ici cette fois-ci, alors que d'habitude il a une toute petite, vous voyez, hop, la petite boucle est là. Là, elle est beaucoup plus conséquente, mais c'est toujours un E. Et puis, 3 ponts. Donc, a priori, un M. Ensuite, on a une sorte de L, avec une remontée ici en bas. Cette lettre n'est pas attachée à la suivante. En fait, elle l'est rarement. C'est un B. Vous pouvez la noter. Là aussi, elle va servir souvent. Vient ensuite une sorte de V. Sauf qu'il finit en partant vers la droite, sans toucher la lettre suivante d'ailleurs, faisant ainsi une sorte de racine carrée. Nous avons vu que U et V s'écrivent comme le U, comme le N en minuscule manuscrite. C'est donc pas un V, puisque ça ne correspond pas du tout à ces lettres-là. C'est un R. Là aussi c'est un classique. Notez-le, ce genre de racine carrée. Puis nous avons notre E moderne, ce qui donne jusqu'à présent le 13 de novembre. On s'est attardé sur le mot novembre, mais je suppose qu'un simple regard porté sur le mot vous avait fait deviner de quoi il s'agissait. C'était bien le mot novembre. Encore une fois, attention aux mauvaises habitudes. Si vous continuez à utiliser la lecture comme vous le faites aujourd'hui, vous risquez de passer à travers, au-dessus des mots suivants. Donc faisons pour l'instant du lettre à lettre. Puis nous avons un mot court de 3 lettres. La première est un E. Pas de problème, version moderne. La seconde c'est un genre de 8. En fait, elle est comme ceci. On la voit mieux ici d'ailleurs. Là il y a un peu un pâté. Ici elle est beaucoup plus claire. Mais en fait le 8 ne se ferme pas en bas. Ça aussi c'est un classique, c'est un S. D'ailleurs si vous regardez avec un S moderne, on va faire ce là et on va redescendre comme ça. On va pas faire cette boucle là. On fait ça aujourd'hui. Et donc c'est un S. Là aussi vous pouvez le noter. Vous allez le trouver évidemment très souvent. Et enfin, nous avons un T. Hop, 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 hop. Qui pose pas trop de problèmes, d'autant qu'il a sa barre horizontale. Ce qui est loin d'être systématique. Vous allez pouvoir rencontrer des T qui ne sont que cette partie-là, sans la barre. Bien souvent, donc, elle n'est pas formée, cette lettre. Et on n'a qu'une sorte de, ce qu'on pourrait appeler une pêche à pois de sucre, toute sèche. À noter que, placé en fin de mot, il n'est pas toujours facile de savoir s'il s'agit, du coup, quand il n'y a pas la barre, d'un T ou d'un L final.
C'est embêtant surtout pour les noms propres. Est-ce que ce serait Bonnel ou Bonnet, ET? Nous sommes dans un registre de sépulture. On va donc nous parler de mort. Le mot suivant ne pose donc pas de problème. Nous avons déjà vu le M, le O, le T. Vous remarquez ici, la barre horizontale a disparu. Et le E final. Reste donc par déduction le R, cette chose-là, qui est le même que celui que nous utilisons toujours en minuscule manuel. R. Sauf qu'il n'est pas attaché au O précédent. Ça n'a pas trop d'importance à l'époque. Et ça se gâte, parce que nous entrons là dans les noms propres, qui portent parfois des majuscules. Ici nous avons un nom et prénom. D'ailleurs, il faut remarquer que la plupart du temps, le nom de famille ne porte pas de majuscule. Par contre, le prénom en porte. C'est logique puisque c'est un registre religieux et que donc le nom de baptême, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le prénom. Donc ce qui fait la vraie identité, c'est le prénom, historiquement parlant. Il y a parfois surtout, et c'est pas forcément ce qui nous arrange, dans les initiales, des lettres un peu biscornues. Et c'est le cas de celle-ci. Ce qui gêne, c'est cette barre horizontale. On dirait un G, en fait. Et hop. Mais en fait, ça ne fait pas. Hop, ça fait. Hop, trait. En fait, c'est un C majuscule, auquel on a ajouté cette barre. Un peu comme pour le symbole euro, si vous voulez. E, deux barres. Mais ici, avec donc une seule barre. C'est comme ça, prenez-en votre parti. Ça, c'est un C majuscule. La deuxième lettre a un défaut de descente de plume ici, dans cette partie-là, mais en fait, c'est un A. Puis nous avons notre perche à pois de sucre, sans barre horizontale, mais qui est bien un T, et la lettre suivante, qui ressemble, comme tout à l'heure, notre S ici, sauf qu'ici, elle remonte et elle repart dans la lettre suivante. C'est une sorte de grand 8, mais dont les deux bouts ne sont pas attachés. Ne cherchez pas. C'est un H. Notez-le, c'est la version ancienne de cette lettre. À noter donc cette lettre qui s'écrit comme ceci. La lettre suivante est un E, la grosse boucle, comme le final que nous avions au-dessus. Comme celui de novembre, il y avait une grosse boucle également. Le R de tout à l'heure. Puis on a des ponts, 3 ponts, ou pas, on ne sait pas trop. Sauf qu'on a un trait au-dessus. Sauf que ce n'est pas un vrai trait. C'est un point. Mais c'est un point qui est mal tourné. La plume a glissé. En fait, le point est là. Ça, c'est une tache. Il est d'ailleurs moins long et tordu, si vous voyez, que ce tilde qui est quand même très formé. Ce trait-là est donc, en fait, un point. Et donc en dessous, c'est un I. Il reste 2 ponts. On n'a pas d'autres signes par-dessus comme ici. Donc c'est un N. Et puis un E moderne. Nous avons déjà vu les deux mots suivants. Ici c'est le même. 2. Ici c'est le même. Le. Puis un P. Comme en minuscule d'imprimerie aujourd'hui. Sauf qu'en dessous, on a une petite remontée comme ça. Et c'est là qu'on se trouve devant une difficulté autre de ce genre de texte, c'est que les lettres s'incorporent aux lettres. Et en fait, notre P est bien là. Ce trait-là
c'est un tilde, et il correspond à cette lettre-là. Donc en fait, notre mot du haut s'arrête ici. Bien, donc P, O, notre racine carrée, donc le T, la pêche à pois de sucre qui a retrouvé sa barre horizontale, et un E. Ce qui nous donne donc Catherine de Leporte. Ici, Catherine est mis dans une version que nous utilisons toujours, mais ça pourrait être Châterine. Ça ne gêne personne, à l'époque du coup. Remarquez aussi que le nom de famille est en 3 morceaux, très clairement. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Que le mot soit en un mot, en 2 mots, en 3, peu importe. Le 2 n'a jamais été une particule de noblesse, c'est de le porte. Peu importe, ou ça pourra être un jour d'elle porte, parce qu'ils auront tout collé, en supprimant le E du coup. Ça n'a vraiment aucune importance, que ce soit en un mot ou en plusieurs mots. Voilà un autre mot plus compliqué. Commençons par ce qu'on connaît déjà. Alors, on a les 2 dernières lettres, on a 2 ponts, ici on a un tilde un petit peu timide mais on a un tilde, donc c'est un V ou un U, et puis on a notre E final. Ben, c'est un petit peu court pour deviner ce qu'est le reste du mot. La première lettre, nous serions tentés de l'assimiler à un V, parce que finalement c'est ce à quoi ça ressemble le plus. Eh bien, succombons à la tentation. C'est effectivement un V initial. La deuxième, nous la connaissons. Bah si, c'est un E, toujours, comme celui-là. Et puis, sur notre lancée, nous dirions un F, et nous aurions raison. Nous voilà donc avec le mot veuf, c'est imprononçable. On écrivait V-E-F-V-E ou V-E-F-U-E. Et si vous inversez les lettres, le U, le F, ça devient V-E-U-F-E. Veuf. Avec un E final, ce qui ne s'entendait pas à l'oral évidemment. Le féminin de veuf. Veuf. Autrement dit, veuve. Voilà. Ça, c'est un classique, parce qu'évidemment, vous le rencontrerez très souvent dans les textes. Veuve. Puis vient un 2. C'est le même qu'ici, il n'y a rien de particulier. Une drôle de lettre. Ensuite, on a encore une fois un E, un A, et puis un truc chose, un genre d'hameçon, là. La première lettre, c'est une majuscule. Donc, ça a une forme un peu bizarre. Elle ressemble pourtant encore assez à celle que nous utilisons aujourd'hui. Et si vous regardez par rapport au H qui est par-dessus, vous voyez qu'on retrouve un peu la même graphie. Mais en même temps, il y a ça en plus. Donc, c'est pas un H. C'est la même lettre qu'aujourd'hui. Si ce n'est que comme les autres lettres que nous avons vues ont rajouté une boucle, comme le S, ici, on a rajouté des boucles. Donc, vous supprimez les boucles. Hop, 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 J. C'est la lettre J. Et enfin, la dernière lettre, qui ne ressemble à rien, en fait, ou vaguement à un Y. C'est une habitude graphique que d'écrire certaines dernières lettres des mots en les envoyant en l'air, comme notre E, voyez, hop, il part vers le haut, ou en les faisant entrer sous terre, comme celui-ci, il part vers la gauche. C'est un N final, classique. Vous voyez, on ne voit même pas le pont. Hop, choc. N final. Un trait horizontal et une sorte d'hameçon partant vers la gauche. Ceci nous donne J-E-A-N, Jean, qui aurait d'ailleurs pu s'écrire Jehan, J-E-H-A-N, qui est une forme ancienne, ou, puisque nous sommes dans une région également flamande, à Boetsbeek, Hans, H-A-N-S, ce qui est la correspondance du prénom Jean.
La première lettre du mot suivant ne nous pose pas trop de problèmes. C'est un C. Bon. Puis un L. Vous remarquez que le C est relié par le haut et pas par le bas, comme nous le ferions aujourd'hui. Ce n'est pas en fait la même version que celle que nous utilisons aujourd'hui. La lettre s'écrit C et on ajoute un long trait au-dessus. C'est une version ancienne du C. Et vous trouverez dans des textes beaucoup plus anciens la lettre exactement à l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire C trait, on va écrire C dans l'autre sens, mais le trait va être conservé. Et donc nous aurons un C qui part exactement à l'inverse de ce que nous utilisons aujourd'hui. Donc là c'est un A, hein, pas de chose particulière. Et ensuite on dirait un J avec 2 points par-dessus. Point ou tâche, on ne sait pas. Là, a priori, ça a l'air d'être fait exprès. En fait, le J en question a 2 cornes. Ici. On le voit mieux dans un mot au-dessus. On le voit mieux ici. J, et on retrouve les 2 points en fait qui sont sous la date. Tac, tac. Voilà. Ce sont des points. Et en dessous, en fait, c'est I et J. En fait, c'est un I final, puisque je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de différence entre le I et le J à l'alphabet latin, à l'origine du moins. Après, il y en a eu, bien sûr. Mais donc, c'est un I final. En fait, c'est II. Aujourd'hui, en néerlandais, on utilise d'ailleurs toujours cette forme, IJ. On n'écrira pas Y. Les néerlandophones utilisent IJ pour écrire cette lettre-là. Puis nous retrouvons notre S de tout à l'heure, celui-là. Ici un peu plus développé donc, avec sa boucle importante, mais il est toujours au-dessus de la ligne d'ailleurs. Hein. On va remarquer que ce S est au-dessus de la ligne d'écriture, tandis que ici, puisque c'est un H, il est au-dessus et en dessous de la ligne d'écriture. Nous étions heureux d'avoir un acte en français, alors que les plus anciens sont généralement en latin. Et de même qu'on mélange chiffres romains et arabes, on mélange français et latin. Nous avons ici un autre mot que nous n'avons pas de mal à retranscrire parce que nous connaissons déjà toutes les lettres. Le V, comme notre veuve tout à l'heure. Le U ou le V puisqu'il y a un tilde par-dessus. Le L, là c'est suffisamment explicite, c'est un G, sauf que comme le C tout à l'heure, en fait, on fait un C moderne et un trait. Ici, en fait, ça fait un Y et on fait un trait par-dessus. Ça ne se voit pas trop ici, mais en fait, il ne boucle pas. C'est un Y sur lequel il y a un trait. Mais enfin, ça ressemble à un G, il n'y a pas trop de problème. Et puis, O. Ce qui nous donne vulgo. Vulgo que l'on retrouve dans le mot vulgaire aujourd'hui. Autrement dit, la langue du vulgus pecum, du commun des mortels, du peuple, vulgairement appelé, ou communément appelé, ou dit. Vulgo, c'est un mot latin qui veut dire dit, surnommé, vulgo. C'est ce qu'on peut traduire au plus proche par communément, sous-entendu communément appelé. Puisque nous avions là Jean Claes, C-L-A-Y-S, vulgo, donc dit, mais en latin. Dit quoi d'ailleurs? Eh bien notre dernier mot le dit, et il est assez lisible celui-là. Alors là nous avons un W, qui pour une fois et pour l'époque est bien écrit. Un I, on a le point, le L, le A, le Y avec ces 2 points, donc le IJ en fait, et qui est devenu ici clairement un Y. Ce qui nous donne finalement, pour notre acte, le 13 de novembre est morte Catherine de Leporte, veuve de Jean Claes, vulgo Huillet. Il y avait en effet
tellement de membres de la famille Claes à Bousbecq qu'on leur attribua des surnoms. C'est une chose assez courante chez les Flamands de donner des surnoms. Cette branche-ci de Claes est dite Vueley. Il y en a une autre qui est surnommée Sec. Donc ce serait Jean Claes vulgo Sec. S-E-C.